приятен резултат, това ще доведе до влошаване на неговото икономическо състояние. Между другото, никой до сега не е изследвал каква част от бюджета, примерно на едно лечебно заведение, особено ако е държавно и общинско, отива за покриване на тези обезщетения. Благодаря за вниманието. Благодаря ви. Аз, професор Голева, беше изключително интересно вашето изказване. Аз силно се надявам, че утре ще бъдете отново сред нас за дискусията, защото, за съжаление, сега нямаме време и продължаваме нататъка с нашата колежка от Париж, от известната кантора UGGC, която е номинирана миналата година и е препоръчена в правния справочник Legal 500, като една от международните кантори, които са реномирани в областта на медицинското право. Donc, Sylvie, vous allez parler de là ou bien vous venez... De là, c'est bien. C'est bien, c'est bien comme ça? Ça va aller. Ok, bon. Je pense. Hôpitaux. Comment je fais là? Някой да дойде да помогне за техническите проблеми. Alors, vous allez voir, il y a certaines similitudes avec ce qui vient de vous être exposé. Mais dans le système français, on a une distinction importante entre les hôpitaux, qui sont des établissements publics, et les établissements de santé privés. Et on parlera aussi du problème des laboratoires, puisque c'est dans le sujet. Sur les hôpitaux, c'est vrai que le système français se caractérise par la place du secteur public et des établissements de santé publics. Et dans ce cadre, c'est la responsabilité de l'établissement public hospitalier qui va couvrir la responsabilité du médecin hospitalier pour les fautes qu'il commet dans son activité médicale. Et en cas de faute commise par le médecin, c'est la responsabilité de l'hôpital qui est engagée, sauf en cas de faute personnelle détachable du service. Et la compétence, c'est ce que je vous ai dit ce matin, c'est le juge administratif. Le fondement de cette responsabilité des établissements publics hospitaliers renvoie à la notion de fonctionnement normal du service public, où le patient est en fait un usager du service public et où on demande un niveau d'efficacité et de qualité suffisant. Donc c'est un peu le fondement de la responsabilité de l'hôpital public. Et en cas de faute personnelle détachable du service, la responsabilité personnelle du médecin ou de l'agent hospitalier doit être recherchée devant le juge judiciaire. Mais cette faute est rare en matière médicale pour estimer qu'elle est détachable de l'activité médicale. Là, je vous ai cité un exemple, c'est éventuellement le refus du médecin intentionnel de se rendre au chevet du malade malgré les appels des agents du service. Vous voyez que c'est quand même des cas relativement rares. Donc, c'est l'hôpital qui va directement être poursuivi devant la juridiction administrative du fait des médecins qui y travaillent. Alors, le régime de cette responsabilité du service public hospitalier, je vous ai expliqué ce matin qu'il était avant tout jurisprudentiel, avec, avant la loi du 4 mars, une prescription très courte de 4 ans, alors qu'avec la loi du 4 mars, on est passé, que ce soit pour le civil ou l'administratif, à une même prescription qui est de 10 ans à compter de la consolidation du dommage. Et donc, avec la loi du 4 mars, vous avez vu que c'était le principe de la responsabilité pour faute, sans pour autant qu'il n'y ait de définition particulière dans la loi. Et toutes les évolutions de la jurisprudence, même avant la loi du 4 mars, demeurent d'actualité, puisque ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la loi du 4 mars 2002 s'applique pour les actes des médecins à compter du 5 septembre 2001. Ce qui fait que tout le régime, enfin tous les actes qui étaient antérieurs au 5 septembre 2001, et il y en a encore qui sont encore devant les tribunaux, sont
se voit appliquer le régime jurisprudentiel avant la loi, et on a donc encore à appliquer ce droit jurisprudentiel qui a été mis en place par les juges. Et dans les évolutions importantes que je vous ai déjà citées, c'est vrai que pour l'hôpital, la juridiction administrative est passée du concept de faute lourde qui était exigé auparavant à celui de faute simple qui doit être prouvé. Donc ça rejoint quand même la loi du 4 mars. La juridiction administrative, et c'est encore d'actualité, avait admis, dans certains cas particuliers, le cas d'une responsabilité sans faute. C'est un arrêt important de 1993 qui a inspiré la prise en charge de l'aléa thérapeutique par la loi du 4 mars, où, lorsqu'il s'agissait d'un dommage imputable à l'acte de soin d'une particulière gravité, sans rapport avec l'état de santé et son évolution prévisible, donc l'accident par excellence, la juridiction administrative a reconnu une responsabilité sans faute de l'hôpital. Cette jurisprudence est encore applicable pour les actes antérieurs à la loi du 4 mars 2002. On a encore des cas de faute présumée où, finalement, dans un certain nombre de cas, finalement, le juge ne sait pas ou il ne ressort pas des rapports d'expertise une certitude, mais on a simplement la certitude que le dommage est imputable à l'hôpital. Et donc, dans certains cas, on estime que la faute est présumée. C'est le cas des vaccinations obligatoires, des matériels défectueux, des suites d'actes de soins courants et bénins, les infections nosocomiales, j'en reparlerai tout à l'heure parce que c'est important, en matière de contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C. C'est une présomption de faute qui est devenue légale par la loi du 4 mars. C'est vrai que devant le service, devant la juridiction administrative, mais aussi devant la juridiction civile, pour apprécier plus facilement la responsabilité, on a admis le mécanisme de la perte de chance, c'est-à-dire que, effectivement, en matière médicale, et c'est toute la difficulté sur le lien de causalité, on n'a jamais de certitude, peu souvent en tout cas, de certitude scientifique. Et ça voudrait dire que sur l'exigence d'un lien de causalité direct et certain, la plupart du temps, on aurait un débouté des victimes qui ne pourraient pas obtenir satisfaction. Donc le mécanisme de la perte de chance permet une appréciation souple de la causalité qui permet de retenir une indemnisation. Alors rapidement sur les fautes dans le fonctionnement du service lui-même de l'hôpital. Pour les médecins, puisque finalement c'est l'hôpital qui va être responsable des fautes des médecins, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure dans les actes de soins, les fautes de surveillance, mais il y a aussi ce que doit faire lui-même l'établissement hospitalier, le suivi médical des patients une fois que l'intervention a eu lieu, la surveillance des patients dans les locaux. On a beaucoup de dossiers où il y a des suicides dans les établissements de santé psychiatrique. Il peut y avoir des fautes retenues de surveillance. Il y a aussi des responsabilités sur le mauvais entretien des locaux, du matériel, sur tout ce qui est défaillance administrative, le défaut de coordination entre les services, donc tout un ensemble de fonctions de l'hôpital qui est au service de l'usager, qui est le patient, qui peut révéler une faute qui sera indemnisée. Et donc la faute médicale faite par les médecins, diagnostic, les choix thérapeutiques, les mauvaises exécutions, qui seront retenues dans le cadre de la responsabilité de l'hôpital. Alors sur les établissements privés, sur les cliniques, simplement, et on rejoint ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que les cliniques sont responsables du fait de leurs préposés salariés. Elles ont une obligation d'assurance pour leurs salariés, et quelle que soit l'indépendance dont dispose le salarié dans l'exercice de son art. Et vous voyez cet arrêt important de 2004, le médecin salarié qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l'établissement de santé
n'engage pas sa responsabilité vis-à-vis du patient. C'est l'établissement de santé qui sera poursuivi. Et là aussi, il faudrait, comme la faute détachable en matière publique, il faudrait que le médecin ait agi en dehors de ses fonctions pour qu'on puisse le poursuivre personnellement. Mais dans l'acte qu'il fait, s'il est salarié, c'est l'établissement qui sera poursuivi. En revanche, s'il estime qu'il y a une faute personnelle du médecin, l'établissement aura un recours contre l'assureur du professionnel de santé. Un mot sur les paramédicaux, parce qu'il n'y a pas que le médecin intervenant, on a les auxiliaires médicaux, les infirmiers anesthésistes, les manipulateurs d'électroradiologie, les laborantins. Et ils peuvent être salariés, en général ils sont salariés, soit du médecin qui est opérateur, soit de la clinique. Et selon qui l'emploie, c'est soit l'assurance du médecin qui va couvrir leurs actes, puisque c'est lui, si lui qui les salarie, qui garantit leurs compétences et la validité des diplômes. Et s'ils sont sous salariés de la clinique, c'est la clinique qui sera responsable de leurs actes. Sur la responsabilité propre des établissements, on retrouve ce qu'on retrouve pour l'hôpital public, c'est les fautes commises par les cliniques dans l'organisation qui pourrait être poursuivie par les patients. Et le juge va vérifier si la clinique a fait en sorte de mettre tous les moyens techniques et le personnel dont elle dispose au service du malade. Et on peut voir, retenu par la jurisprudence, des défauts d'organisation, des plannings de salles d'opération où finalement l'anesthésiste était obligé de courir entre plusieurs salles et n'assure pas suffisamment la surveillance des patients. Le fait qu'il y ait éventuellement la mise à disposition d'un personnel qui n'est pas qualifié. Et la clinique doit faire en sorte aussi que les médecins puissent intervenir dans les délais, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment une organisation de l'astreinte, de qui doit être là ou pas. Et ça relève de l'organisation de la clinique. De la même façon, la clinique pourra être poursuivie pour un défaut de surveillance par son personnel salarié, parce qu'elle doit cette surveillance aux patients toute la durée de l'hospitalisation. Et là, j'ai un exemple récent d'une opération des dents de sagesse en clinique d'une jeune fille qui est restée après l'anesthésie qu'elle a eue sans qu'on lui donne à manger, sans qu'on lui donne à boire. Et en se levant, elle est tombée et elle s'est recassé des dents. Et elle a poursuivi la clinique. Et il a été reconnu un défaut de surveillance de la clinique parce qu'on ne lui avait pas donné ni à manger, ni à boire, et qu'on aurait dû vérifier qu'elle était en état de repartir chez elle après l'anesthésie. Donc, vous avez des exemples de fautes que je vous ai mis, et il peut y avoir, si vous voulez, la responsabilité de la clinique n'exclut pas pour autant une responsabilité éventuellement solidaire du médecin. C'est-à-dire qu'il peut y avoir effectivement une faute d'organisation de la clinique, mais une faute du médecin, et on aura des condamnations solidaires médecin-clinique, la clinique étant, elle, dans l'obligation de fournir un personnel compétent et un certain nombre d'obligations. Et là, on a un arrêt important aussi qui va vers une faute présumée, puisqu'on essaye de définir la faute tout le long de ce séminaire. Pendant un accouchement, il y a eu un problème d'enregistrement du rythme fœtal de l'enfant. Et pendant toute une période, le rythme n'a pas été enregistré. Et évidemment, il y a eu un problème. Mais pendant toute la période où ça n'a pas été enregistré, on n'avait pas de traces. Et la Cour de cassation a décidé qu'il y avait une faute de la clinique parce qu'il lui incombait d'apporter la preuve
qu'au cours de cette période où il n'y avait pas eu d'enregistrement, il n'était survenu aucun événement qui nécessitait l'intervention du médecin. Donc, c'est du fait d'un défaut du matériel, on présume la faute de la clinique, puisqu'on n'avait pas de traces de ce qui s'est passé et le patient n'a pas pu rapporter la preuve de ce qui s'était passé à un acte particulier. Donc, je voudrais vous dire aussi un mot sur les infections nosocomiales, puisqu'elles concernent les établissements, alors qu'ils soient publics ou privés. Avant la loi du 4 mars, on avait donc déjà, pour les hôpitaux, une présomption de faute. De la même façon, pour les cliniques, il y a eu toute une jurisprudence importante dans l'année 99 qui mettait une obligation de sécurité résultat à la charge des cliniques, mais aussi des médecins dans leur cabinet s'ils faisaient une infiltration, par exemple. Et la loi du 4 mars est intervenue pour imposer donc une responsabilité sans faute, mais uniquement pour les établissements. C'est-à-dire qu'elle n'a pas repris la jurisprudence contre les médecins. Uniquement pour les établissements, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. Et là, il a été organisé quelque chose, parce que c'est quelque chose qui était très dur pour les assureurs, de devoir assurer les infections nosocomiales. Et c'est aussi pour ça que, certes, on a eu la solidarité nationale sur les accidents médicaux, mais par une deuxième loi du 30 décembre 2002, il y a un relais qui a été organisé par la solidarité nationale pour ce qui est des infections les plus graves, qui aboutissent à un décès ou à plus de 25% de déficit fonctionnel permanent. Et puisque c'est l'ONIAM qui va être concerné par ces infections les plus graves, il aura un recours, mais pour faute établie à l'origine du dommage contre l'établissement. Sur l'infection nosocomiale, c'est une question qui est assez importante, parce que c'est une majorité de dossiers de responsabilité, que ce soit devant les juridictions administratives ou les juridictions judiciaires. Et on s'aperçoit que c'est les points importants sur les infections nosocomiales. La preuve de l'infection incombe au patient, mais il peut la apporter par tous les moyens. Et là, on a toujours recours à l'expertise, quand même, qui aide à l'apport de la preuve. Le problème de la définition de l'infection nosocomiale, parce que autant on n'a pas non plus de définition de la faute, la définition de l'infection nosocomiale n'était pas donnée dans la loi du 4 mars, et les juges sont intervenus et ont essayé de la définir, et on a souvent un critère espace-temps, avec le fait que si elle survient au cours de la prise en charge, qu'elle n'était pas présente en incubation ou au début de la prise en charge, eh bien c'est une infection nosocomiale qui doit être prise en charge par l'établissement. On a un nouveau texte qui ne facilite pas les choses, mais qui précise que les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales. C'est dire que pour les infections nosocomiales, c'est très compliqué pour un établissement, et éventuellement pour l'ONIAM, pour les plus graves aussi, de se dégager de cette obligation. Alors, la seule possibilité, c'est prouver une cause étrangère, c'est-à-dire une imprévisibilité, mais une infection nosocomiale, après tout, c'est un risque connu, une irrésistibilité. Alors, on l'a parfois, hein, parce que, par exemple, en réanimation, on s'aperçoit que ce sont des patients fragilisés qui sont réceptifs à toutes les germes qui peuvent être dans l'air. Et il faut une extériorité, et il faut que ce soit extérieur à l'activité médicale. Donc là, on ne l'a jamais non plus. C'est-à-dire que ces trois critères ne sont jamais cumulés. Donc les établissements n'arrivent pas à apporter la preuve d'une cause étrangère. Donc le point important, je vous ai parlé du relais de la solidarité nationale, et qui a effectivement un recours pour faute.
à l'origine du dommage et qui peut essayer de prouver le fait que éventuellement il n'y a pas eu d'antibiothérapie, on n'a pas diagnostiqué en temps et en heure l'infection, ou éventuellement qu'il n'y a pas eu de défaut d'information. Mais c'est un contentieux qui est très important en France sur les infections nosocomiales. Un mot sur les laboratoires, puisqu'on parle on doit aussi parler des laboratoires, et sur la responsabilité du fait des produits de santé. On a, pour les produits de santé, et surtout pour la responsabilité du fait des produits, une loi, d'abord une directive européenne de 85 qui a été transposée en droit français. Et pour la responsabilité du produit, il faut la preuve du dommage, la preuve du défaut du produit et la preuve du lien de causalité entre le défaut et le dommage. Donc c'est assez précis. Et en matière, je vous ai donné quelques définitions sur ce point, mais en matière médicale, vous vous souvenez qu'on en a parlé ce matin, que la jurisprudence avait créé des obligations de sécurité résultat sur l'utilisation de produits ou matériels et sur les produits de santé et sur les médicaments où c'était les établissements qui étaient responsables. Donc, est-ce que pour autant, maintenant qu'on a un droit de la responsabilité du fait des produits contre les fabricants, est-ce que ce régime des obligations de sécurité résultat doit perdurer ou est-ce qu'il ne faut rechercher que la responsabilité du fabricant? Et c'est vrai que la directive laissait ouverte la possibilité d'avoir un autre régime que le régime de responsabilité du fait des produits, un régime particulier qui pourrait être une obligation de sécurité résultat. Et la Cour de justice est venue en 2011 préciser qu'effectivement, la responsabilité d'un prestataire de service qui utilise dans le cadre d'une prestation de service tels que des soins dispensés en milieu hospitalier, des appareils ou des produits défectueux, ne relève pas du champ d'application de la directive. Donc, on pouvait continuer à faire application des obligations de sécurité résultat. Et c'est ce qu'a fait la juridiction administrative, notamment là c'était sur un défaut de matelas chauffant où la température a été trop forte et a brûlé le patient. Et le Conseil d'État, à la suite de l'arrêt de la Cour de justice, a dit que la responsabilité de l'hôpital était engagée, mais avec la possibilité de faire un recours contre le fabricant du matériel. Mais c'est plus facile, c'est quelque chose de plus facile pour la victime de rechercher la responsabilité de l'hôpital, parce que la responsabilité du fabricant, qui est parfois en plus à l'étranger, c'est beaucoup plus compliqué. Et là où c'est intéressant et où on voit que les juges et l'appréciation des juges est importante, c'est que si la juridiction administrative a pris cette voie-là, la juridiction civile ne l'a pas fait. Et la juridiction civile, malgré l'arrêt de la Cour de justice qui prévoit la possibilité d'avoir un autre régime que la responsabilité du fait des produits, est revenue sur les obligations de sécurité résultat qu'elle avait mises en place et précise que la responsabilité des prestataires de services relève d'une responsabilité pour faute. Donc, toutes les obligations de sécurité résultat sur les produits et matériels ne disparaissent et les patients sont obligés de poursuivre la responsabilité du fabricant du produit. Donc là, on a en France une dichotomie, encore une fois, entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire, et ce qui montre que le droit est évolutif et les juges y participent de façon importante. J'avais préparé quelque chose aussi en matière de vaccination, mais où on maintient des présomptions
de causalité, parce que là aussi, on a eu un gros débat sur les vaccinations contre l'hépatite B, et avec le développement de sclérose en plaques qu'on a imputé à cette vaccination. Or, scientifiquement, il n'y a jamais eu de lien établi entre une vaccination et le développement d'une sclérose en plaques. Et la jurisprudence est venue, qu'elle soit administrative ou judiciaire, pour assouplir cette causalité, puisque il n'y avait pas de causalité scientifique certaine, mais pour dire qu'il pouvait y avoir des éléments faisant présumer que temporellement, si la maladie est arrivée 2 mois après l'injection, on pouvait présumer qu'il y avait une causalité entre la vaccination et la sclérose en plaques. Donc là aussi, évolution de la jurisprudence sur les présomptions. Je vous remercie, Sylvie. On a bien abusé de vous aujourd'hui, 3 интервенtions jusqu'à l'instant. Merci. Сега бих искал да дам думата на нашата колежка от Софийска адвокатска колегия, адвокат Стефанова, която работи доста време с различни болници, с здравната каса. И ви предлагам, колежки, да ни запознаете с някои практически аспекти от вашата работа. Заповядайте. Да, благодаря ви. Наистина няма никакъв смисъл да повтарям казаното от професор Голева на теория. Затова ще опитам да ви представя темата с няколко казуса, които илюстрират част от моята лична практика по член 49 и член 50 от ЗЗД. Първото решение... Ще ви доближа микрофона, за да се чува. Да, благодаря. Първото решение, или по-скоро първия казус, е решен в полза на пациента и касае операция или оперативна интервенция на 4 и 5 прешлен на гръбначна операция от неврохирург. В този казус ищецът твърди, че операцията е проведена така, че дисковата херния не е отстранена в пълен обем и в резултат на това липса на отстраняване се е наложила поспешно следваща операция в друго лечебно заведение, не в ответното, която операция съответно е отстранила съответните повреди. В случая е разгледана, в смисъл приета е съдебно-медицинска експертиза и единична и тройна. И съда приема в крайна сметка като резултат, че е на лице обективно, че може да бъде организирана, или как да кажа, обективната отговорност, да бъде, извинявайте, обективната отговорност може да бъде ангажирана на лечебното заведение, тъй като се доказва по безспорен начин, че е на лице и причинно-следствената връзка и е на лице вредоносния резултат и може да се приеме, че че презумпцията за вината, предвидена в член 45 алинея 2, не е оборена. Следващия казус, който бих искала да ви представя, касае също операция на дискова херния в областта на 4 и 5 прешлен, но в този случай се твърди, че от ищеца, че лекарят е използвал рентгенопозитивен конец при самата операция, в резултат на което се образува тяло, което следва да бъде отстранено. Но в този казус, второто решение, реално ищеца, в чиято доказателствена тежест е да докаже причинно-следствената връзка, не успява и не съумява да докаже